Vue de chez nous, une émission proposée par les élèves de l'atelier radio du lycée Jeanne d'Arc de Pontivy pour Radio Broadgenet. Vue de chez nous. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Vue 2 Chez nous. Vue 2 Chez nous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une émission très spéciale aujourd'hui, c'est la dernière. Alors pour fêter les vacances et l'été, nous aurons des surprises et des... Surprise. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont bons quand même. Alors restez bien avec nous. On va tout vous dire, hein. Ici le studio est plein à craquer, il y a des professeurs, il y a des élèves, tout le monde est ici. Même les chroniqueurs sont venus. Autour de la table, on a Antoine, on a Inès, on a Jeanne, on a Hugo, on a Louis, on a Marie-Astrid, on a Pauline, on a Inès, on a Nora, on a Gurvan et on a Adrien. J'ai fait un sans faute, je suis content de moi. Allez, je vous dévoile déjà la première surprise. Gérard Hall, l'ex-rédacteur en chef de l'hebdomadaire Nekapel, sera notre invité. Avec lui, nous débattrons de la place des médias dans nos sociétés. Et toutes vos chroniques préférées seront présentes avec des nouveautés aujourd'hui. La troisième et dernière émission de Vue de chez nous commence maintenant. Et vous pouvez bien sûr commenter cette émission sur les réseaux sociaux, #VDCN et sur la page Facebook Radio Broadgenet officielle. Alors, aujourd'hui, une nouvelle formule de Comment va le monde, hein. On vous explique, Héloïse qui devait faire la chronique est absente aujourd'hui, donc je vais vous demander quelles informations vous ont marqué ce mois-ci. Allez, on va faire un petit tour de table, quelles informations vous ont marqué ce mois-ci? Antoine d'abord. Alors moi, l'information qui m'a le plus marqué ce mois-ci, c'est la grève qui a été effectuée par les CRS et non pas par les mouvements Nuit debout et autres. On voit très bien un ras-le-bol général de la part des CRS à propos des violences contre les policiers. Inès, quelle actualité? Moi, c'est les dégradations des manifestants par rapport à la loi travail. Vous ne trouvez pas ça bien, les dégradations? Non, pas trop, non. D'accord. Jeanne? Moi, c'est la voiture de police qui a été brûlée à Paris. Ok. Hugo, quelle information? Alors moi, c'est un truc qui n'a rien à voir, c'est les athlètes qui pourront ne pas participer aux Jeux Olympiques qui se dérouleront bientôt. Mais quelle précision, Parce que ils ont récupéré les échantillons des Jeux Olympiques de 2008 et de 2012 à Londres et à Pékin de certains athlètes et ils pourraient justement ne pas participer aux Jeux Olympiques à cause de dopage. Louis, quelle information vous a marqué? Moi, c'est la crise financière au Venezuela avec la chute des prix du pétrole. Marie-Astrid? Moi, c'est l'affaire Baupin qui témoigne plus largement d'un sexisme en politique. Merci à tous et on pense à Héloïse qui nous écoute. Mais on va jouer maintenant. Non, ça n'est pas le jeu d'Inès et Jeanne, c'est le qui est de l'actu. Je dois vous faire deviner un personnage qui a fait l'actualité cette semaine. Pour la première fois, c'est un personnage facile, hein. J'ai été assez gentil. Alors vous allez me poser des questions et je vous réponds par oui ou par non. Allez, des questions sur le personnage, Hugo? Est-ce que c'est un homme? Non, c'est une femme. Est-elle brune? Est-elle brune? Oui, elle est... Enfin, brune, je suis pas expert en couleur de cheveux, mais elle a les cheveux noirs, quoi. Enfin, Ouais, foncé quoi. c'est brun, noir. Foncé. Est-ce qu'elle est dans la politique? Oui, elle est dans la politique. Est-ce que c'est Dilma Rousseff? Non, ce n'est pas Dilma Rousseff au Brésil, non. Est-ce que c'est de la politique française ou américaine? C'est de la politique française. Elle est française. Est-ce qu'elle appartient au parti Les Verts, les écologistes? Non, elle appartient pas au parti Europe Écologie Les Verts. Un parti extrémiste? Non plus, elle appartient pas à un parti extrémiste. Est-ce que c'est Ségolène Royal? Est-ce que ça n'est pas Ségolène Royal? Est-ce que c'est Myriam El Khomri? Est-ce que c'est... À votre avis, est-ce que c'est Myriam El Khomri? Oui. Non, moi je pense que tu fais une petite blague là. Non, c'est pas une blague, c'est Myriam El Khomri. Oh, j'avais dit que c'était facile. Hein. Non, je savais pas. C'était trop... Louis, j'ai une question. Soyez honnête, est-ce que vous avez regardé mes fiches? Ah non, j'ai pas regardé tes fiches. Bon, bah c'est bien. Menteur. Non, j'ai rien regardé. Donc Myriam El Khomri, pardon. On entend beaucoup... Excusez-moi. Oui, Myriam El Khomri, oui, on entend beaucoup parler d'elle grâce à cause de la loi travail. Vous êtes fort quand même au KIS. Hein. Ouais. Allez, une nouveauté aujourd'hui. Comme le bac approche à grands pas, nous avons décidé de vous faire réviser dans cette émission. Louis, tout au long de l'émission, vous allez nous poser des questions de culture générale, c'est ça? Oui, c'est ça. La première question, Louis? Alors, je vous demande quel est le saint patron des avocats? Tu peux répéter s'il te plaît? Quel est le saint patron des avocats? Le patron. Le saint patron des avocats. Ah, vous allez pas l'avoir votre bac là, c'est sûr. Hein. On n'a pas d'épreuve de religion. C'est un prénom connu? Oui, c'est un prénom assez courant. Robert.
Robert. Souvent, il s'appelle Robert. Non, ça n'est pas Robert. Est-ce que ce serait peut-être Saint-Pierre, non? Non, Saint-Pierre, c'est Saint-Yves, C'est ça. J'étais pas loin, le patron des avocats. Donc alors, je tiens juste à dire qu'Antoine est un menteur parce qu'il était au CDI avec nous, il a entendu la réponse, Ah bah voilà. donc il simule, parce qu'il savait très bien qui c'était. Bon allez, Gérard Hall est dans le studio, nous allons maintenant parler des médias. Et on savait Nicolas Sarkozy drôlement la tête. Bonjour 6h12, bon réveil. Club des supporters des Bleus alors. C'est ton ami Nikos. Avant de commencer, j'aimerais qu'on observe la liberté de la presse dans le monde. Nous avons choisi 2 pays. L'un où la liberté de la presse est quasiment nulle, et l'autre où elle est quasiment totale. Louis, vous allez nous parler de la liberté de la presse en Chine. Enfin, de la presse. Oui, parce qu'en Chine, la presse est censurée. Il y a un contrôle accentué depuis 20 ans sur la presse en Chine. La Chine est classée 176e sur 180 au classement de la liberté de la presse. En Chine, il n'y a pas de concurrence commerciale entre les journaux. Ils sont juste obligés de diffuser l'actualité. Un journal chinois, Southern Weekly, est censuré par 2 ou 3 articles par jour. Pour contrer la censure, les intellectuels publient leurs articles sur Twitter. Inès, vous qui êtes parti en Chine, est-ce que vous avez vu cette censure ? Vous avez pu aller sur les réseaux sociaux comme vous vouliez ou Non, nous, on a donc pour discuter même avec nos proches, par exemple Facebook ou Skype, etc. Il n'y a pas ça en Chine. Il n'y a que un réseau où on pouvait y aller, c'était WeChat. Je pense pas que c'est très connu, mais non, il n'y a pas même Snapchat ou Instagram. Il n'y a pas du tout ça pour les jeunes. D'accord, merci Louis et Inès. Et Antoine, vous avez regardé du côté de la Finlande. Alors oui, en Finlande, c'est complètement l'opposé par rapport à la Chine. En Finlande, la liberté de la presse est totale. D'ailleurs, c'est tous les ans, l'UNICEF sort un classement des libertés de la presse dans les pays, et la Finlande est le premier. Donc il se trouve que la liberté là-bas est totale et absolue, puisqu'il faut savoir qu'au niveau de la liberté de la presse, il y a les lois qui régissent ça, mais il y a aussi quelque chose qui rentre en compte, c'est le côté économique, qui bien sûr, quand les journaux n'ont pas assez d'argent pour pouvoir diffuser leurs informations, ils ne peuvent pas le faire. Et donc en Finlande, vu qu'il y a suffisamment entre guillemets, de financement de la part de l'État, tout comme de la part des entreprises qui rachètent des gros groupes entre eux pour pouvoir avoir de la concurrence, la liberté de la presse est vraiment totale. Ils peuvent vraiment donner les informations comme ils le veulent, quoi. En Finlande, on a accès à Facebook donc. Exactement, oui. Voilà, alors comme je vous le disais, Gérard Hall, écrivain et ex-rédacteur en chef de l'hebdomadaire Nekepel, est dans nos studios. Marie-Astrid, Gérard Hall, c'est à vous. Tout à fait, donc bonjour Gérard Hall. Pour commencer, pourriez-vous me dire qu'est-ce qu'être journaliste indépendant ? Ah, qu'est-ce que c'est être journaliste indépendant ? Nous, dans les années 90, on avait fondé un journal qui s'appelait Nekepel, donc un hebdomadaire local, parce que justement, on en avait marre un petit peu de voir comment était traitée l'information, et puis aussi comment elle était divisée au niveau territorial, parce que le Centre-Bretagne, on pensait que c'était une entité un peu, qu'on était tous en connexion les uns avec les autres, tous les jeunes et tout ça, et puis les moins jeunes. Et les journaux, eux, ils suivaient des limites départementales très strictes. Et on trouvait que, par exemple, par rapport aux initiatives locales et tout ça, parfois on n'était pas au courant de choses qui se passaient à 10 km de chez nous, parce que c'était de l'autre côté de la frontière départementale. Donc on avait cette volonté-là. Et puis, comme c'était un territoire où il n'y avait pas d'hebdomadaire local encore, c'était le dernier territoire en France comme ça, on se disait, voilà, c'est une occasion unique d'avoir une ligne éditoriale un peu poussée, quoi. Donc, on avait décidé que ce serait un journal de débat où on donnerait la parole à tout le monde, où on déroulerait le tapis rouge à personne, en fait. Ce ne serait pas le journal juste du copinage, des copains et tout ça. Alors, on ne s'est pas fait que des amis, hein. Ça a duré que 2 ans. Et on s'est retrouvé en concurrence avec un autre journal qui se disait indépendant, lui, mais qui était porté par quelqu'un qui avait une volonté politique justement de conquérir ce territoire-là pour devenir maire de Carhaix, etc. Et il a réussi à nous couler, à devenir maire de Carhaix, etc. Bon, voilà. Quel est le nom de ce journal ? Le journal concurrent. Opposé concurrent, voilà. Il s'appelle toujours Power Hebdo, il existe toujours.
Et il a été revendu, donc c'est Christian Troadec, qui est devenu maire de Carhaix, qui était président des Vieilles Charrues à l'époque et tout ça. Et il a revendu le journal au Télégramme, ce qui est un joli coup quand même. On peut lui tirer le chapeau pour ça, toujours, puisque les journaux locaux, Ouest France, le Télégramme, disaient que c'était impossible de créer un hebdomadaire sur place. Moi, j'ai participé à des débats à l'époque dans ce sens. Et lui, il a monté son canard et après, il le revend au Télégramme. Bon, après, avec l'argent, il a acheté Coref, après, il a revendu Coref. Bon, après, ça, c'est les magouilles habituelles. D'accord. Mais votre journal et les médias en général peuvent-ils vraiment être indépendants ? Est-ce que vous arriviez à être vraiment indépendant ? Vous n'étiez pas influencé par la publicité qui composait par exemple votre journal et dont votre journal pouvait dépendre ? Ou bien même par la population, l'audience qui attend peut-être un certain type d'information ? Ouais, c'est vrai qu'on avait un peu de pub, nous, mais c'était vraiment de la pub locale, le garagiste du coin, la coop bio, enfin, voilà, des choses comme ça. On dépendait pas de grands groupes agroalimentaires, par exemple, ou des choses comme ça. Parce que quand on dépend d'un grand groupe agroalimentaire, c'est difficile de critiquer, par exemple, le productivisme agricole, ou la pollution par les algues vertes, ou des choses comme ça. Plus difficile, forcément. On comprend bien ça, oui. Donc, vous pouviez donc vous permettre d'évoquer les sujets qui vous intéressaient sous l'angle de votre propre point de vue. Donc, on peut dire que votre journalisme était subjectif ? Subjectif. Je pense qu'il n'y a pas d'objectivité possible, vraiment. Et tant mieux, d'ailleurs. Heureusement que les gens s'expriment en fonction de leur opinion. Après, on peut avoir la volonté de tendre vers une certaine objectivité. Mais vouloir cacher aux gens qu'on a une opinion, je trouve que c'est illusoire et puis c'est un peu tromper les gens. Et à ce sujet, quelles sont les idées, les valeurs que vous aimez particulièrement défendre par vos articles de presse ? Moi, je suis très touché par l'être humain en général. J'aime bien faire des portraits, j'aime bien aller assez loin presque me mettre dans la peau des gens que j'interviewe, en fait. Donc il n'y a pas de sujet à propos desquels vous ne pouviez pas parler ou vous vous sentiez contraint de ne pas parler ? Non, j'ai jamais eu ce problème-là, que je me souvienne. Non, j'ai toujours gardé cette liberté. Aujourd'hui, j'écris plus pour des magazines, sur des sujets plus vastes, des dossiers, des choses comme ça. Donc des choses qu'on peut développer, où j'ai le temps de développer. Et à côté, comme j'écris plus sur l'actualité, comme on le faisait dans cet hebdomadaire, eh bien, j'ai un blog où je peux me défouler un petit peu en parlant de sujets qui fâchent. Disons, quand je trouve pas mon compte dans les médias, dans la manière dont est traitée l'actualité dans les médias aujourd'hui, je me défoule un peu sur mon blog ou sur des blogs de copains. Puis voilà, l'information circule aussi comme ça par Internet, beaucoup. Et on relève aussi des informations qui peuvent circuler dans des journaux qui sont aussi sous la coupe de multinationales ou de marchands d'armes, tout ça. Mais parfois, il y a aussi des articles intéressants là-dedans. Et ces articles-là, on les fait circuler, on discute dessus. Voilà. J'utilise beaucoup les réseaux, en fait. Bien justement, j'ai parcouru votre blog qui est d'ailleurs intitulé Gérard Rall. Ouais. Et donc j'ai bien vu que j'ai pas pu m'empêcher. Quand j'étais gamin, quand je joue au foot, en fait, j'étais assez râleur et on m'appelait comme ça déjà. Ça me faisait un peu chier, mais bon. Maintenant, vous vous en servez. donc pour vous, Internet, c'est donc un meilleur moyen pour vous exprimer et pour atteindre vos lecteurs ? Oui. Oui, je trouve que il n'y a pas beaucoup de... Aujourd'hui, l'information, elle est parfois traitée de manière univoque. On voit ce qui se passe avec les manifs aujourd'hui, avec Nuit debout, etc. Donc c'est vachement intéressant d'avoir des gens qui sont sur le terrain, qui envoient de l'info à partir de leur propre expérience et de pouvoir échanger ça. Après, il ne faut pas prendre ça non plus comme argent comptant. Ce qui est intéressant, c'est de recouper les informations et de se faire sa propre opinion. Je trouve qu'à partir du moment où on sait qui parle et d'où il parle, il n'y a pas de problème en fait. Moi je suis abonné au Télégramme, je lis Le Monde, ou je lis pas Le Figaro parce que c'est un peu chiant, mais je lis plusieurs journaux différents et puis de l'info qui arrive par Internet et tout ça. Et je recoupe tout ça pour me faire mon opinion. Je crois que c'est ça aujourd'hui l'information en fait.
Et donc vous avez le sentiment d'avoir un impact sur vos lecteurs peut-être et sur l'opinion publique ? Je sais pas ça. J'écris des bouquins aussi et au début, quand on écrit des bouquins, on croit toujours qu'on va changer le monde en écrivant des livres, mais bon, c'est une illusion totale. Je crois que déjà quand on peut changer son propre monde, son propre environnement ou essayer de le faire bouger un peu, c'est déjà pas mal. Eh bien merci Gérard Hall d'avoir répondu à cette interview. Voilà, merci. Merci à vous. Un nouveau livre qui sort apparemment, vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors c'est marrant parce que la coïncidence, parce qu'il y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Memento Mori. Alors en latin, ça veut dire souviens-toi que tu vas mourir. C'est ce qu'il y a écrit sur les ossuaires en Bretagne. Alors ça se passe en centre-Bretagne pendant les mois noirs, là, vous savez, c'est bien sous la brume et tout, dans un petit bled où il y a un abattoir. Le truc sympa, quoi. Le truc vachement sexy. Et en fait, c'est marrant parce que quand on m'a proposé d'écrire un court roman comme ça, je me suis souvenu d'un article que j'avais écrit justement dans Nekepel, dans cet hebdomadaire-là, où j'avais interviewé un directeur d'abattoir qui était un jeune chef d'entreprise de 25 ans, donc ce qui est quand même assez rare, et qui m'avait totalement effrayé sur la façon qu'il avait de voir le travail, notamment la manière dont il traitait les jeunes et les jeunes stagiaires. Et donc je me suis souvenu de ça, j'ai construit mon bouquin autour de ça. Donc il y a toujours une relation entre les reportages, les gens qu'on peut rencontrer, et puis ce qu'on peut écrire aussi dans la fiction. Voilà. Merci Gérard. Alors nous allons maintenant nous intéresser à notre pays, la France. Je vais déjà faire un tour de table, parce que je trouve ça intéressant de savoir quels médias vous utilisez pour vous informer. Je sais pas, le matin, la radio, les journaux, des chaînes télévisées, pardon. Alors déjà Antoine, quels médias vous utilisez pour vous informer ? Les journaux, et j'ai une application qui me permet de regrouper toutes les informations du coin, donc principalement les journaux, ouais. Vous avez des notifications sur votre portable ? Exactement. Oui. D'accord, et vous allez des fois chercher les articles sur votre portable, enfin vous cliquez sur les informations pour en savoir un peu plus, ou vous regardez juste les notifications ? Quand les grands titres sont vraiment intéressants, oui, je pousse un peu. Quand il y a des événements importants ? Voilà. Et quels journaux autrement vous lisez ? Ouest France généralement, de temps en temps le Télégramme. D'accord. Inès, vous utilisez quoi ? Moi, c'est plutôt la télé et sur mon téléphone aussi. La télévision, vous regardez quelle chaîne pour TF1, le 20h quoi. Vous regardez avec vos parents ? C'est vos parents qui vous ont initié Oui, c'était plutôt une habitude, je pense. Une habitude familiale, d'accord. Oui. Jeanne, vous ? Moi, c'est exactement pareil qu'Inès. C'est pareil. Hugo, c'est différent ? Oui. Allez-y Hugo, comment vous informez-vous ? Moi, c'est plus souvent le matin, on va dire, quand j'écoute la radio. Quand je n'écoute pas d'ailleurs Radio Brook-Genouette, j'écoute d'autres radios. C'est pas bien. Mais c'est plutôt des radios type Énergie ou Fun Radio. Alors il n'y a pas d'infos, il y a une toutes les demi-heures, un petit flash info. Et ça me suffit à ma journée pour savoir un peu ce qui se passe dans le monde, quoi. J'avoue que j'approfondis pas le sujet. Et des fois je regarde aussi le 20h, mais c'est rare. Alors pour expliquer à nos auditeurs, quand vous avez dit que vous vous informez grâce à Énergie, il y a Madame Kosker, notre prof d'économie, qui a fait des gros yeux quand même. Louis, quels médias vous utilisez-vous pour vous informer ? Alors moi je lis certains journaux, alors le Ouest France tous les jours et Le Monde parfois. Et vous vous intéressez plus à l'actualité locale ou à l'actualité mondiale ? Mondiale aussi, française. Mondiale. Et française. Vous arrivez à faire des liens entre l'actualité mondiale et l'actualité locale ? Non, pas forcément, pas tout le temps. D'accord. Marie-Astrid, vous ? Moi, j'aime bien écouter la radio le matin et sinon les journaux que je lis le reste du temps. Qu'est-ce que vous écoutez comme radio ? France Inter. France Inter, le matin ? La matinale de France Inter. La matinale de France Inter. Et donc, du coup, vous trouvez qu'elle est assez bien développée, assez bien faite ? Ouais, j'aime vraiment bien pour tout savoir ce qui se passe et pour comprendre les enjeux les plus importants. Ça va des actualités locales aux actualités internationales ? Oui, tout à fait, ouais. Merci. Pauline, vous ? Moi, ça se passe sur mon portable. Je regarde sur les applications les grands titres qui m'envoient des notifications et la télévision aussi le soir. Donc vous êtes plusieurs à utiliser les portables comme pour vous informer. Oui. Donc c'est vraiment les applications d'information, c'est vraiment devenu quelque chose d'important, un média important. Oui, parce qu'on est, je suis souvent sur mon téléphone, donc les notifications ils apparaissent directement sur mon écran d'accueil, donc. Et pareil, vous avez la curiosité d'aller voir ce qui se cache derrière, ou alors vous regardez juste la notification ? Pareil, quand ça m'intéresse, quand c'est vraiment des gros titres sur l'actualité. Des gros titres, voilà. Ouais.
Inès, c'est la même chose? Pas vraiment. Moi, je lis beaucoup Le Monde, Le Courrier International et souvent à la radio, France Inter ou RTL. France Inter ou RTL, pareil. Le Courrier International, c'est bien parce que je crois, c'est un bimensuel. Oui. Euh, Et c'est vachement, c'est beaucoup plus mondial et je préfère m'intéresser aux actualités mondiales. Enfin, je m'intéresse plus aux actualités mondiales que locales ou régionales. Et peut-être que comme c'est un bimensuel, ils peuvent prendre du recul sur les informations, c'est ça? Exactement. Nora, vous? C'est pareil, j'aime beaucoup lire le Courrier International, d'autant plus que en fait, il pioche des articles du monde entier et du coup, on a des points de vue différents et ça peut être vraiment hyper intéressant. Du coup, on peut se construire notre propre vision des choses en fonction des différents articles qu'on peut lire. Et aussi, Le Monde, c'est général, c'est aussi très intéressant à lire et c'est aussi par Internet que je m'informe. Gurvan, vous? Moi, c'est surtout sur mon portable. Je sais que sur Twitter, par exemple, je suis plusieurs gros journaux d'information. Il y a AFP, par exemple, qui est pas trop mal. L'agence France Presse. Voilà, il y a France Inter et puis Le Monde aussi. Enfin, j'ai plusieurs points de vue comme ça, puis après je peux voir un peu différents points de vue sur une même information, quoi. Vous vous informez finalement sur les réseaux sociaux, par le biais de Twitter, par le biais de Facebook? Voilà, ouais. Okay. C'est les manières qui sont un peu plus proches de... Enfin, voilà. C'est plus facile, c'est proche, c'est immédiat, quoi. Vous aimez les pages de journaux, de radio, pour expliquer, et toutes les actualités apparaissent après dans le fil d'actualité, dans la page d'accueil, avec les publications de vos amis et les publications d'actualité, donc des gros journaux. Adrien, vous? Moi, c'est plutôt la radio le matin avec France Culture. France Culture qui font un peu des flash infos aussi, comme il disait Hugo, c'est ça? Je suis pas sûr qu'on puisse comparer Énergie et France Culture. Des fois ça va sur des chroniques entre les musiques, l'art et tout, puis des fois ça décale un peu sur l'actualité aussi, puis Alternative économique qui est un magazine aussi assez intéressant, et Le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné, voilà, pour avoir des points de vue aussi. Ouais. Oui, Gérard, allez-y. Oui, à propos de Courrier International, c'est vrai que c'est très intéressant. Je trouve même les articles sur la France. Parce que du coup, on voit un peu quel regard on peut porter sur notre pays depuis l'extérieur. Et ça, je trouve que c'est très intéressant toujours quand on peut décaler le regard. Parce qu'on a tendance, quand on vit dans un pays, d'être un peu dans un bocal, de subir finalement une information qui tourne en rond, qui vient de l'intérieur et qui retourne à l'intérieur. Donc ça, c'est super intéressant. Et France Culture, je saurais trop vous conseiller d'écouter aussi, notamment vers midi, midi 1h, la grande table et puis les infos, plus le magazine qui est à côté, notamment depuis les attentats, depuis Charlie et tout ça, puis même un petit peu avant. C'est incroyable le travail qu'ils ont fait d'information, de décryptage de l'actualité. Et donc notre question principale, on va s'intéresser à ça. Est-ce que nous sommes influencés par les médias? Est-ce que ce qu'on écoute le matin, que ce soit Énergie, que ce soit France Inter, enfin Énergie, il n'y a pas trop d'informations, ça va, que ce soit France Inter, France Culture, RTL, Europe 1, ou qu'on lise Le Monde, Libération, Le Figaro, est-ce que ces journaux ont des points de vue différents? Est-ce que ça peut nous influencer? Hugo, vas-y. Alors déjà, chaque journal a un point de vue différent, parce que chaque journaliste est une personne humaine, et chaque humain déjà de base a un point de vue différent sur une chose. Donc les journaux, pour moi, oui, ont tous un point de vue différent, et certains journaux prennent plus parti sur certaines affaires que d'autres. Et pareil pour les chaînes de télévision qui retranscrivent sans arrêt des infos comme BFM ou iTélé, là je pense que eux cherchent vraiment à attirer du monde. À faire de l'audimat. Voilà, sont plus dans l'esprit d'un journal classique à donner de l'information. Eux, faut meubler entre deux infos, faut avoir le scoop que l'autre chaîne n'a pas. Que les journaux, je pense, sont un peu moins dans l'optique là de compétition, voilà. Ils doivent quand même avoir de la publicité. Un journal sans publicité, c'est difficile de vivre. Oui, un journaliste prend du temps pour écrire un article. Qu'un présentateur en direct meuble, cherche des infos, flash spécial, voilà ce qui se passe à Bourg-en-Bresse. Faut trouver quelque chose d'original à dire. Qu'un journal, lui, faut parler de ça, mais une fois qu'on a lu le journal, on l'a lu. Que la chaîne, on la regarde tout le temps, quoi. Oui, la chaîne d'information, c'est des informations chaudes. Voilà, c'est sans arrêt, chaudes et sans recul, voilà.
Donc on balance ce qu'il y a, quitte à pas trop comprendre ce qu'on dit, tant pis, on le dit, on n'est même pas sûr si c'est vrai, c'est pas grave, on va le dire, on va vouloir que les gens regardent, on va dire comme ça, hop, la personne dit à son ami, t'as vu ce qui se passe sur BFM, vas-y, allume, regarde, et voilà ce qui se passe. C'est juste de la consommation d'informations voilà, finalement. C'est ça, c'est... Marie-Astrid ? Ça, on peut quand même préciser que c'est principalement sur les chaînes d'information en continu, donc BFM TV et iTélé. Toutes les chaînes ne sont quand même pas comme ça avec des flash infos en permanence. Mais souvent, c'est souvent les jeunes qui sont attirés justement par ces chaînes d'information. Donc vous les regardez ou pas, ces chaînes d'information ? Pauline, vous les regardez ? Oui, je les regarde, il quand il y a des événements marquants comme pour Charlie Hebdo. Moi, j'étais sans arrêt sur ma télé parce que les événements arrivaient minute par minute et c'était comme ça que je trouvais le plus intéressant et le plus facile aussi d'avoir de l'information rapidement. Et vous preniez du recul par rapport à ce qu'on vous disait ou... Non, pas seulement. C'était vraiment pour être informé. Vous consommiez juste de l'information. Ouais. Inès Après, je trouve qu'il y a quand même un souci de Après, je trouve qu'il y a quand même un souci de désinformation dans le sens où, comme sur les chaînes en continu où on nous lance des infos en continu et on n'a pas vraiment le temps de prendre du recul. Et c'est pas forcément, crouler sous les informations, c'est pas forcément pour nous prendre du recul ou pour avoir un avis vraiment précis et objectif sur ce qui se passe et pouvoir avoir un avis. Et il y a les chaînes en continu, mais il y a aussi tous les journaux les 20h de TF1, France 2, tout ça. C'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'ils meublent, dans le sens où toutes les guerres en Syrie, tout ce qui se passe, tout ça, on en parle quoi ? On en parle 5 minutes ? On s'intéresse surtout à ce qui se passe en France, à ce qui se passe autour de nous. Je suis pas sûre que la cueillette des cerises qui sont passées le kilo à 7 €, c'est plus intéressant que la crise des migrants et les migrants qui sont tous en train de mourir sur les bateaux, quoi. Ça attire certaines personnes. Après, mais c'est ça le problème, c'est que si on est des médias, on est là pour... Appeler ça un journal d'information, peut-être pas, mais... Moi, je trouve que c'est un gros souci C'est un souci pour moi. Vous ne regardez pas ces journaux-là ? Non, je trouve pas ça utile de regarder ça. Ça nous apporte rien. Je vois pas pourquoi. Je vois même pas pourquoi d'ailleurs ça existe encore d'avoir des journaux de 20 heures. Parce que justement ça intéresse du monde et que des personnes préfèrent cette information-là. Et ça, on peut tout à fait comprendre. C'est vrai. À votre avis, est-ce que les médias, les journaux, la télévision, est-ce qu'ils influencent l'opinion publique ? Est-ce que par exemple on peut aimer une politique plutôt qu'une autre parce qu'elle est plus médiatisée dans les médias ou Nora ? Alors, pour les journaux, par exemple, on peut prendre en compte le fait que même les personnes qui ont l'habitude de prendre un unique et même journal vont s'y intéresser plus profondément parce que finalement, ils vont pas aller se tourner vers un autre qui ne les intéresse pas. Et par exemple, on prend le cas du Figaro, on va pas demander à quelqu'un d'aller prendre un autre journal que le Figaro. Pour eux, c'est fixé, c'est comme ça, quoi. Et ça influence dans le sens où, ça dépend aussi de la personne, si elle est fixée sur une idée en particulier. Pour vous, il faut multiplier les sources d'information. Ah oui, complètement. Donc, oui. Lire le Figaro et lire Libération. Hugo ? Moi, je pense que oui aussi, parce que pourquoi autrement des hommes politiques accepteraient de se faire interviewer par certains journaux et pas par d'autres, et pourquoi ils auraient un peu leurs journaux avec lesquels ils seraient interviewés ? Ça montre bien que chaque journal pas influence tout le monde, mais influence ses lecteurs, et les hommes politiques ils comprennent bien ça et ils jouent avec ça, quoi. Gérard ? Inès ? Je rebondis totalement sur ce que vient de dire Hugo. C'est moi, je me trompe pas dans les prénoms. Dans le sens où oui, les journaux vont influencer les lecteurs, mais une personne qui va avoir une opinion précise, que ce soit sur la politique ou sur ce qui se passe, va forcément aller vers un journal qui représente ces opinions-là. Il va pas choisir un journal contre ses opinions. Donc les journaux vont plus renforcer l'opinion de la personne plutôt que la convaincre et l'influencer. D'accord. Gérard ? Je trouve que justement le risque, c'est qu'aujourd'hui, avec toute la partialisation de l'information, avec Internet et tout ça, un des dangers, ça serait qu'on ait tous l'information qu'on attend, en fait. C'est-à-dire qu'on va tous se brancher sur le média qui correspond à ce qu'on pense, et du coup, on ne changera jamais d'avis. On va être enfermé dans une niche, une espèce de tribalisation de la société,
Et finalement, un journal comme Ouest France ou comme Le Télégramme, qui est très insuffisant, il va être quand même plus pluraliste que si jamais on rentre dans une niche, un seul truc, sans prendre l'information ailleurs. Alors ça, c'est un risque aujourd'hui de tribalisation comme ça de l'information. Je vous pose maintenant la question inverse. Est-ce que l'opinion publique influence les médias ? Parce que on sait que les journaux aujourd'hui, même la télévision, recherchent de l'audimat. Les journaux ont du mal à vivre, donc ils veulent vendre leurs journaux. Est-ce que, comme le disait Gérard, les médias servent les informations que veut l'acheteur ? Comme tu l'as dit, c'est la recherche de l'audimat. Les médias diffusent ce qu'ils savent. Ils savent ce qui va plaire au lecteur lambda, donc ils lui servent ça. Et c'est pour faire de l'audimat. Un journal qui montrerait vraiment ses opinions, des opinions qui peuvent fâcher par exemple, il risquerait de froisser les 3/4 de la population et du coup ne ferait pas beaucoup d'audimat. Du coup, ce qui entraîne, dans un cas extrême, c'est sûr, mais la destruction du journal, il pourra plus survivre, sachant que s'il ne fait pas du tout d'audimat ni rien. Donc c'est clair que les journaux maintenant veulent vraiment plaire au plus de monde possible, donc en nuançant les informations et en les tournant de manière à que ce soit plus joyeux et mieux entendre que... Un journal doit plaire au plus de monde possible. Voilà, c'est ça. Moi j'aurais juste une question pour Gérard Hall. Je voudrais vous demander si quand vous écriviez votre journal, est-ce que vous étiez, quand vous écrivez vos articles, est-ce que vous avez un point de vue politique ou vous restiez assez neutre en fait dans ce que vous écriviez, ou on voyait avec la plume qu'il y avait un bord politique droite, gauche ou centre, quelque chose comme ça. Ouais, un côté forcément humaniste, écolo, progressiste en général, quoi. Une manière de voir, de vouloir que le monde il s'améliore, qu'on vive un peu mieux, qu'on se parle un peu plus, des choses comme ça, quoi. Okay. Ouais, c'est sûr. Je cachais pas mon. Alors, des fois, j'avais pas d'avis aussi. Hein. Quand j'ai pas d'avis, je dis que j'ai pas d'avis. Parce qu'il y a certains qui font semblant d'en avoir un. Hein. Moi, j'ai une autre question. Qu'est-ce que vous pensez des lanceurs d'alerte comme Denis Robert ? Je trouve que c'est vachement utile et plus que jamais. Et aujourd'hui, c'est assez inquiétant de voir des lois qui apparaissent pour essayer d'empêcher justement les lanceurs d'alerte de faire leur boulot. Je trouve que c'est assez extraordinaire. Alors il y a ce qui s'est passé avec les Panama Papers, c'est assez étonnant quand même. Ces journalistes du monde entier qui se sont associés en secret pour enquêter sur cette histoire-là. C'est très intéressant. Et puis c'est pas pour rien que ces gens-là, on essaye de les foutre en prison, on essaye de les empêcher de circuler ou de s'exprimer. C'est sans doute que les plus puissants, ils voient un danger. Parce que vous l'avez vu, même avec Nekepel, le lien entre politique et médias est très fort. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. On le voit, de toute façon, vous avez qu'à ouvrir le journal. Dès qu'il y a une manifestation quelque part qui a été subventionnée, le subventionneur, le conseiller général ou le député ou le maire, il essaye d'être sur la photo, quoi. Donc c'est des instruments de communication. Les politiques aujourd'hui, ils sont plus tellement dans la défense d'idées, malheureusement, ils sont souvent plutôt dans la communication, essayer de se faire voir, de faire parler d'eux à tout point de vue, quoi. Donc pour conclure, finalement, on peut dire que ce sont les médias qui sont influencés par l'opinion publique, et l'opinion publique influence indirectement les médias également. Il y a la question de la pub, quoi. En fait, c'est vrai que le fait que les médias, beaucoup de médias dépendent de la pub, ça fait qu'il y a une espèce de fuite en avant. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est de voir que les chaînes d'information continue, elles influencent de plus en plus le reste de l'information, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si tout le monde courait après. C'est complètement idiot, quoi. Un journal qui a du recul sur l'information, il faut qu'il garde ce recul. C'est ça qui fait sa force, quoi. C'est pas la peine d'essayer toujours de copier. Et on voit sortir des informations, même dans des journaux, qui n'ont pas été recoupées, qui n'ont pas été vérifiées. C'est totalement absurde. Vérifier ses sources, donc. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour clôturer ce débat ?
Non. Que les journalistes, peut-être... moi, quand j'ai commencé à faire ce boulot-là, j'étais totalement autodidacte. À l'époque, on était 3/4 d'autodidactes dans les journalistes. Il n'y avait qu'un quart qui était passé par les écoles. Aujourd'hui, c'est la proportion inverse. Il y a 1/4 d'autodidactes et 3/4 qui sont passés par les écoles. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est de voir que le formatage, en fait, il est plus important qu'à mon époque. Le fait que les gens étaient autodidactes, ils venaient de milieux différents, peut-être ça donnait une diversité. Et aussi, les gens n'étaient pas obéissants, quoi. Ils étaient très syndiqués, les journalistes, et ils obéissaient pas forcément. Ils avaient une charte aussi qui était appliquée. Et donc pour vous, le journaliste doit être quoi ? Indépendant et doit pouvoir écrire ce qu'il veut. D'ailleurs, normalement, c'est écrit dans la charte du journaliste. On ne peut pas l'obliger à écrire quelque chose qu'il ne veut pas écrire. D'accord, donc on va conclure sur ça. Le journaliste doit être indépendant. Merci à tous pour vos points de vue. Allez, le temps de retrouver un petit peu nos esprits, une petite pause. Allez, chez vous, vous pouvez aller aux toilettes, vous pouvez lâcher le volant, vous pouvez danser, vous faites ce que vous voulez. On écoute Happy sur RBG. Allez, soyez heureux, ne bougez pas, juste après vos chroniques. Allez, on continue cette émission. Dans la même émission, on peut parler de livres, de musique, de Cannes, c'est vos chroniques. Mais avant, une petite question de culture G, Louis. Oui, alors je vous pose la question, quelle est la capitale de Madagascar ? La capitale de Madagascar. Oui. Qui est bon en géographie ? Gérard, vous savez ? Alors vous dites pas, vous dites rien. Parce qu'on va voir qui est le meilleur. Antoine, une idée ? Pas la moindre. Pas la moindre. Antananarivo, un truc comme ça. Oui, c'est ça, Antananarivo. Bravo. Vous pouvez redire le mot, on n'a pas bien C'est Antananarivo. Antananarivo, merci Louis. Allez Antoine, vous allez nous parler... Culture G, mon gars, culture G. Antoine, vous allez nous parler d'une auteure très appréciée avec son livre La Terre qui penche. Alors oui, La Terre qui penche, c'est un livre écrit par Carole Martinez. Alors c'est un livre qui, à mon avis, est excellent et surtout très poétique. Il nous entraîne au cœur du Moyen-Âge et qui nous permet de découvrir un monde à la fois violent, puisqu'il est vu du point de vue d'une jeune fille, d'une petite fille, qui a à peine 7-8 ans, mais aussi celui de son alter ego, qui est lui bien plus âgé, qui est en fait sa vieille âme, qui est en fait la partie d'elle qui a vieilli à travers le temps et qui du coup commente d'une certaine façon, qui revoit les mêmes scènes que la petite fille en même temps. Du coup, on a un livre qui nous montre à la fois deux points de vue qui se complètent parfaitement et qui, du côté de la petite fille, on a vraiment l'innocence de la jeunesse et du côté de cette vieille âme, de cette vieille femme, on voit vraiment les choses de façon beaucoup plus réaliste et beaucoup plus réelles, telles qu'elles sont vraiment. Alors, il semble plus parler aux femmes, ce livre, et pourtant, avec Carole Martinez, comme on pourra l'entendre dans une petite interview qui arrive derrière, Carole Martinez nous a confié que ce livre s'adressait à tous, et autant aux hommes qu'aux femmes, et qui nous permet de grandir d'une certaine façon, comme la plupart des livres de nos jours. Donc, selon moi, c'est donc un roman qui est au cœur de plein de poésie, qui, à la fois par son écriture et par le monde qu'il écrit, et qui montre une subtile réflexion sur l'évolution qui nous fait grandir sans jamais vraiment se changer, quoi. Un livre que vous conseillez donc ? Ah oui, totalement, je le conseille énormément, surtout à ceux qui aiment beaucoup les livres très poétiques. Vous l'avez interviewé et on va l'écouter maintenant. C'est horrible. Ah sinon c'est... Donc du coup... Bon. Je commence à parler. Du coup, c'est une question qu'on a dû vous poser souvent, et d'ailleurs on vous l'a posé un peu avant, c'est pourquoi avoir choisi ce titre, La Terre qui penche, spécifiquement ce titre-là ? Eh bien, parce que le roman se passe à un moment de l'histoire où la Terre a penché. Elle a penché parce que c'est le XIVe siècle est un siècle terrible. C'est sans doute le pire des siècles. Il a vu mourir entre la moitié et le tiers de la population mondiale.
Donc la peste est passée au mi-temps du siècle et a décimé des gens qui étaient déjà affaiblis. C'était déjà affaibli, pourquoi ? Parce qu'il y a eu des désordres climatiques avant qui ont provoqué des disettes et il y a eu la guerre de 100 ans. Donc en fait, c'est un siècle comme ça qui a tapé fort dans tous les sens, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan climatique, sur le plan de la santé. Donc en fait, ça a été un siècle terrible. Et on peut même, parce que mon dernier roman parlait beaucoup du côté religieux et du christianisme, mais là, Dieu lui-même a vacillé dans l'esprit des gens, tellement ce siècle a été affreux. Donc voilà, c'est ce moment où la Terre penche. En plus, je raconte l'histoire d'une petite fille entre 11 ans et 12 ans et demi à ce moment-là de l'histoire, parce que je suis très cruelle et je place une petite fille au moment le pire de l'histoire. Et je la place au moment, en fait, où elle va devenir une jeune fille. Et son corps se modifie et la Terre penche aussi de ce point de vue-là pour elle. Et sinon, c'est quand même un livre écrit par une femme pour des femmes, je pense. En tout cas, c'est ce que nous on l'a ressenti comme ça, puisque la plupart des personnes qui ont été vraiment touchées par ce livre, c'était principalement des filles. C'est elles qui ont été le plus touchées par ce livre. Et du coup, ce qu'on aimerait savoir, c'est quel est le message que vous essayez de faire passer à travers ce livre. Alors, c'est un livre écrit par une femme. Oui, je suis une femme. Ça, oui, mais c'est pas du tout un livre écrit par une femme pour des femmes. Ça, c'est très, très étonnant. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais gamine, quand j'avais votre âge, j'avais très peu de romans qui me proposaient des personnages féminins. Des personnages féminins auxquels je pouvais m'identifier, dans lesquels je pouvais me projeter, dans lesquels je pouvais vivre une aventure dans un corps de femme. Et donc j'ai été Julien Sorel, j'ai été Rastignac. Ça m'a jamais posé de problème, moi, de me glisser dans un corps d'homme. Jamais, puisque de toute façon, j'ai été élevée comme ça, comme la plupart des filles de mon époque. Et après, ça a duré. Maintenant, on vous propose des filles et des personnages et des héroïnes. On vous en propose bien davantage. On en propose dans toute la littérature jeunesse. Il y a dans Hunger Games, dans Twilight, dans des personnages féminins qui ne sont pas toujours des personnages habitables. Mais bon, après, je trouve que c'est bien fait, c'est efficace. Et ça a le mérite au moins de proposer des personnages féminins. Nous, on n'en avait pas. Ce que je trouve très étonnant, c'est le manque de gymnastique de l'esprit des garçons. Je trouve ça fou, parce que se glisser dans un corps de femme, pour vous, c'est d'un compliqué. Alors que nous, on le fait sans problème. Mais pour vous, vous glissez dans un corps de femme, mais c'est surhumain. C'est surhumain. Et donc, j'en vois plein des lycéens. Alors, je le vois bien et j'ai eu même sur le roman précédent, sur Du domaine des murmures, on m'a dit « Ah, mais si le personnage féminin, l'héroïne meurt à la fin, c'est pour que l'auteur, le personnage masculin, ne puisse pas être un héros. » C'est quand même fou, quoi. Donc, l'héroïne est une femme. Il n'était pas question de faire de l'auteur un héros ou de ne pas en faire. L'héroïne est une femme. C'est juste quelque chose de compliqué, d'autant plus compliqué que je parle du corps. Et ça, se glisser dans un corps de femme, d'accord, mais pas comme ça. En fait, voilà. Je vais juste remettre les choses. Moi, personnellement, j'ai lu beaucoup de livres beaucoup de livres de filles avec des héroïnes féminines. Les Journaux d'une princesse, je les ai lus. Les Twilight, je les ai lus. Oui. Tous ces livres de filles, pour filles. J'en ai lu un, notamment, Cuchiel, qui parle énormément du corps féminin. Et c'est quoi ? C'est un livre, en fait, c'est l'histoire d'une courtisane qui, plus ou moins dans les mêmes époques que la vôtre, qui va grandir et qui va petit à petit en fait devenir l'objet d'espion en fait. Elle va apprendre à connaître les gens, mais d'une certaine façon en ayant des confessions sur l'oreiller. Et en fait, toute la partie où elle est adolescente, on la voit grandir et on la voit découvrir son corps. Donc c'est vrai qu'on peut quand même en tant que garçon, voilà. Donc si tu peux le faire, tant mieux. Mais c'est vrai que franchement, c'est un truc incroyable quoi, de ce point de vue-là. Et même les libraires eux-mêmes. Les libraires eux-mêmes, quand une mère vient pour acheter un livre à son garçon, et ben, si le personnage n'est pas un garçon, n'est pas un homme, et ben ça coince. Ça coince. Ils me le disent, ça coince. Les mères hésitent. C'est fou quand même. Alors que ça ne coince pas dans l'autre sens. Je trouve ça incroyable.
L'égalité n'est pas encore parfaite partout. Mais non, pas de... Mais c'est pas grave, il y a des choses à faire, il y a des choses à avancer. Mais c'est pour ça que j'ai pas du tout la sensation d'écrire pour les femmes. Moi, j'écris à la fois pour les femmes et pour les hommes. Parce que je trouve ça très important, en fait, qu'un homme puisse accéder à cette façon de vivre les choses. D'accord. Et sinon, enfin, on a déjà discuté un peu plus tôt dans l'interview qu'on a fait plus tôt, mais pourquoi avoir choisi cet endroit précisément, la Loue? Pourquoi avoir choisi de mettre votre château à cet endroit précis? Alors, j'avais donc un paysage en tête et je l'avais inventé, quoi, mais il était très très clair. Je me suis dit que forcément il existait quelque part, et donc je l'ai cherché. J'ai cherché pendant 1 an et demi ce paysage. Et je l'ai finalement trouvé donc, dans un livre, dans une bibliothèque, dans un guide de Varap, La vallée de la Loue. Et ça, c'était pour le roman précédent du Domaine des Murmures. Il se trouve que c'était exactement le paysage que j'avais en tête. J'ai posé un château là-bas qui n'existe pas, donc qui s'appelle les Murmures. Je l'ai construit. Et à la base, je voulais écrire une histoire romancée des femmes, et je voulais que 6 femmes anciennes, 6 fantômes qui hantent ce château, causent à la dernière, à la 7e femme, à celle qui est notre contemporaine. Et puis la première femme que j'ai commencé à faire parler, le premier fantôme, a pris toute la place. C'était une recluse au XIIe siècle, et elle a exigé d'être l'héroïne d'un roman. Et puis, je suis repartie dans la pièce sombre, en fait, où les fantômes murmurent. Et la deuxième femme, donc celle de La Terre qui penche, qui s'appelle Blanche, la petite fille entre 11 ans et 12 ans et demi, a pris de nouveau toute la place et a exigé d'être l'héroïne d'un roman. Et donc, voilà, donc je me retrouve embarquée dans un cycle de romans et pas dans un roman unique. Et donc, toute cette histoire de femmes qui va me permettre normalement d'arriver jusqu'à aujourd'hui, est enracinée dans ce lieu que maintenant je connais, parce que depuis je l'ai exploré. Je me suis baignée dans la Loue, j'ai parmi les ombres, parce que ça c'est très beau, les ombres c'est des poissons. Je trouve ça tellement joli en fait. Et à Haute-Pierre, qui est aussi un nom qui est tellement générateur, enfin qui engendre des idées, et tellement poétique, tellement poétique. Mais voilà, moi j'aime bien en fait les choses qui inspirent comme ça, et les noms peuvent inspirer, tout peut inspirer. Et là, le paysage finalement, quand je l'ai vu, m'a inspiré d'autres choses. Et donc à la base, je l'avais en tête, il existait vraiment, et quand je l'ai parcouru, il m'a inspiré d'autres choses. Et il y a une sorte de quelque chose qui circule comme ça, qu'on peut appeler l'inspiration, mais en tout cas c'est génial à vivre. Vous vous laissez en fait embarquer, prendre par vos personnages et par le paysage. Et on voit dans le roman que les deux sont mêlés et complètement liés. Oui, puisqu'en fait là, dans celui-là, dans le précédent, dans Du Domaine des Murmures, c'était l'histoire d'une recluse. Alors elle ne voyait pas grand-chose, elle était dans 4 mètres carrés. Donc j'avais pas spécialement besoin d'aller sur place pour voir. Elle voyait juste à travers sa fenestrelle un vol des tourneaux, une petite fraise des bois, enfin bon, presque rien. Donc c'était pas grave, elle n'allait pas se baigner dans la Loue. Mais là, c'est une petite fille, et c'est vrai que c'est une petite fille qui entre absolument dans le paysage, qui choisit le sacré folklorique, le sacré archaïque, plutôt que le sacré chrétien. En fait, donc on est face à des choses auxquelles les gens ont cru très longtemps et croient encore dans plein d'endroits du monde, à la force d'une rivière, la personnalité d'une pierre. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus. C'est un sacré beaucoup plus chamanique, beaucoup plus. Et ça, c'est possible parce que justement, on est à cette époque où la terre a penché. Donc on peut laisser de côté Dieu dans sa version chrétienne, ce qui est normalement quasi impossible à cette époque-là. Tout le monde croit en Dieu, mais à ce moment-là, il a un peu vacillé. Et donc cette petite va vraiment entrer pleinement dans le paysage et dans tout ce qu'il transporte de merveilleux, les êtres qui l'habitent. Et la rivière. La rivière qui est un personnage féminin à part entière. Mais voilà, donc c'est vrai que moi j'ai éprouvé beaucoup de plaisir
à me glisser à la fois dans ce personnage et dans ce paysage. Et justement, j'avais une question à vous poser pour revenir un peu sur le personnage. C'est un personnage, mais qui est deux, puisque ce livre est quand même écrit d'une façon particulière. On voit la même scène, mais de deux points de vue. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de cette vieille âme et de cette petite fille? Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire de cette façon-là? Ouais, c'est vrai que le roman donc, a deux narratrices. Une très très vieille âme, hein, elle est morte il y a plus de 6 siècles. Donc, elle a eu le temps de voir des choses et donc elle a eu le temps de vieillir. Et une petite fille, la petite fille qu'elle a été, entre 11 ans et 12 ans et demi. Et donc, la très vieille âme, elle se souvient plus bien, hein, elle est très très oublieuse, mais elle adore quand la petite fille raconte son enfance au présent. Enfin, elle adore quand la petite fille se raconte. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de couper en deux mon fantôme comme ça? Il y a plusieurs choses. Déjà parce que le problème de l'identité m'intéresse. Mais l'identité dans le sens, qu'est-ce qui reste identique? C'est-à-dire, en quoi est-ce qu'on est identique à nous-mêmes? Qu'est-ce qui forge notre identité profonde? Qu'est-ce qui fait que vous ressemblez au petit garçon que vous avez été et vous ressemblerez à l'adulte que vous serez et au vieillard que vous serez peut-être un jour? Qu'est-ce qui forge votre identité? Pas seulement votre nom ou le lieu où vous êtes né, mais vraiment ce fil poétique, ce cheminement, ce fil poétique, cette chose identique qui ne va pas bouger, alors que tout va se désaxer, que tout va bouger, que tout va pencher. Il y aura quelque chose qui fera que, ça sera vous. Et ça m'intéresse vraiment. Donc je me pose la question, la petite fille que j'ai été, et en quoi est-ce qu'aujourd'hui je lui ressemble? Comment est-ce que je peux... c'est rien, hein, c'est pas grand-chose parfois, c'est juste un fil. Parce que parfois on change beaucoup. Et on peut se renier, mais il y a ce fil. Donc c'est ça que je voulais chercher à travers le livre. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser? Sur la fin, puisqu'on était... cette fameuse fin. Ah ouais, mais alors là, on ne peut pas en parler. Là... On peut quand même vous la poser, même si mais après, ne sera pas forcément défilé. C'est vrai que cette fin, moi personnellement, comme je l'ai compris, c'est entre guillemets, la mort de la petite fille qui devient grande. C'est l'entrée dans la maturité. Voilà. Alors que beaucoup de personnes sont restées en fait sur le début en se disant qu'à la fin, elle est vraiment morte. Oui. Donc, on est bien d'accord que c'est plus alors après, la maturité. Oui, alors je laisse la possibilité, pour moi c'est la mort de l'enfance, tout à fait, et c'est pas la mort de l'enfant. C'est vraiment, mais il est possible que la petite fille mente. Il n'y a pas de raison finalement qu'elle mente pas. Elle peut très bien mentir. Elle peut très bien, alors qu'elle est morte à 12 ans et demi, puisque c'est un fantôme, décider que non, qu'elle a eu une vie après. Elle peut très bien. Donc en fait, pour moi, c'est une petite fille qui arrive à lutter contre son destin. Alors qu'elle s'invente une suite, qu'elle s'invente une vie après, ou qu'elle arrive vraiment à lutter et qu'elle arrive à devenir une adulte, alors que la figure du destin, c'est la 4e de couverture, et que normalement elle doit mourir. Voilà, après je laisse, mais moi j'aime bien laisser une place au lecteur. Donc j'aime bien laisser le lecteur choisir finalement sa fin. Les deux sont possibles. Pour moi, c'est la mort de l'enfance. Mais c'est très intéressant d'ailleurs de voir comme l'enfance meurt, mais ne meurt jamais. Puisqu'en fait, c'est ça qui est compliqué. L'enfance meurt, mais elle nous fonde tellement profondément qu'on voit bien que les vieilles gens, les personnes, quand elles arrivent en fin de vie, ce qui leur revient, c'est l'enfance. Donc l'enfance, c'est quelque chose dont on ne se débarrasse pas. Donc au final, même si votre personnage meurt, finalement, au final, il vit tout seul puisqu'il s'affranchit de... Exactement. De toute façon, voilà. De toute façon, c'est un affranchissement. Merci beaucoup. Merci. Je pense que vous avez répondu à beaucoup de questions. Merci. Moi, j'avais une dernière question. Ce qui caractérise votre roman et vos deux romans, notamment le Domaine des murmures et celui-ci, c'est l'écriture très poétique. Et je me demandais comment vous écrivez. Comment est-ce que vous entrez dans ce processus d'écriture? Vous relisez, vous réécrivez, Alors, c'est terrible parce que ça reste très, très mystérieux pour moi. Ça reste très mystérieux et j'ai toujours peur, en fait, que ça passe.
C'est horrible. Là, j'ai pas encore commencé à écrire le prochain. En général, je laisse monter le désir, déjà. Je laisse énormément monter le désir. Je sais ce dont je veux parler, je sais ce que je veux écrire. Je sais quelle sera la scène qui devrait initier et ouvrir le livre, ou en tout cas ouvrir l'écriture. Et j'ai toujours besoin d'un sas poétique. Mais j'ai peur. Mais je crois comme on a tous peur. Hein. J'ai peur d'écrire, j'ai peur de rater, j'ai peur de plus être à la hauteur, j'ai peur. Donc en fait, je recule et en même temps, je fais monter le désir comme en amour. Parce que si on se rue l'un sur l'autre tout de suite, bah, le désir, il monte peut-être pas autant qu'il pourrait monter. Donc c'est intéressant aussi d'avoir des préliminaires. Donc, voilà. Et ben c'est un peu pareil en écriture. Et après, il y a des moments qui sont compliqués, qui sont difficiles parce que il y a des moments où ça vient pas. Il y a des moments dans l'écriture où tu mets 3 mois à écrire un chapitre. Puis moi, quand je suis lente, hein, particulièrement lente. 15 ans, c'est ça, Ah ouais, 15 ans le premier. Donc vraiment, je suis très très lente. Et puis il y a des moments où pendant 3 mois, on n'a rien écrit de bien. Et puis tout d'un coup, un matin, ça fuse. Mais finalement, c'est parce que pendant ces 3 mois-là, on a fait qu'y penser, réfléchir, lire des choses autour, écrire des petits bouts comme ça qu'on garde même pas. Et donc, à un moment donné, c'est là. Alors, ceci dit, par rapport à la façon d'écrire, à la chair du texte, j'ai tendance à écrire à voix haute. J'écris d'ailleurs toujours à voix haute. Des fois, les gens qui sont autour de moi s'en plaignent. Au lycée, déjà, ils s'en plaignaient parce que j'écrivais toutes mes dissertes et tout à voix haute. Alors, personne ne voulait être à côté de moi. Et donc, j'aime bien aussi lire ce que j'écris à des amis, parce que je m'entends mieux. Donc, j'ai des copains qui acceptent d'être mes gueuloirs. Je dis mes oreilles, mais c'est un peu à la gueuloire de Flaubert, quoi. Et j'entends bien, comme ça, ça résonne. Et après, j'accepte l'engendrement poétique, c'est ce que je dis. C'est que parfois, même, il arrive qu'une métaphore modifie totalement un livre. Dans du domaine des murmures, la fenestrelle de cette recluse, quand elle parle, dès le début, elle dit que cette fenestrelle, donc elle est enfermée à vie, et sa fenestrelle, c'est sa bouche de pierre, c'est son unique orifice, elle dit ça. Et alors là, immédiatement, unique orifice, je me suis dit, c'est sa bouche, c'est ses narines, c'est ses oreilles, c'est ses yeux. Elle va voir, elle va entendre, elle va goûter, elle va... Mais c'est aussi son sexe. Donc elle va aussi avoir un enfant, elle va accoucher, et un enfant va sortir par ce trou de pierre. Donc il va y avoir un double accouchement, elle va devoir le lâcher au monde. Parce que sinon, il va rester enfermé avec elle dans ce trop petit trou, quoi. Donc il faut qu'il parte. Et à partir de là, le roman est devenu quelque chose de complètement différent. Donc il arrive que même, ça soit, vous voyez, une métaphore, une simple métaphore, peut générer un roman. En fait, je pense dans l'écriture, il y a une grande maîtrise et il y a aussi un abandon. Et je pense qu'il faut arriver à avoir les deux, à la fois l'abandon et la maîtrise. Si on ne se laisse pas aller, à ce moment-là, on sert tout. Et il n'y a pas grand-chose de soi qui peut vraiment sortir, à mon avis. Et si on fait que s'abandonner, c'est extrêmement relâché et les autres ne suivent pas forcément ce qu'on veut dire. Donc en fait, je pense qu'il faut... C'est comme les athlètes de haut niveau, où ils ont à la fois tous leurs muscles tendus pour arriver à faire quelque chose et aussi, en même temps, un grand relâchement pour y arriver. L'écriture, pour moi, c'est ce double mouvement. Mais on entend votre voix dans l'écriture, en fait. On entend que c'est au départ une matière orale. Une matière orale, ouais, ça ouais. Et qui ressemble aussi, qui nous fait penser aussi à la tradition orale et à ces récits. Je suis, moi, issue d'une tradition orale. Ma grand-mère était la première à savoir écrire. Et elle était très, très fière de savoir écrire. Elle était porteuse d'histoires, de génération et de génération de gens avant elle qui se servaient, qui se transmettaient les histoires, le savoir par l'oral. Donc j'adore, je trouve ça magnifique. Moi, je trouve que c'est d'une force et d'une poésie extraordinaire.
c'est une force populaire aussi qui me plaît beaucoup. Cette magie, cette poésie populaire qu'on retrouve ici dans la Terre qui penche. J'utilise beaucoup de chansons populaires qui sont extrêmement mystérieuses, puisqu'en fait, c'est des chansons, on ne sait pas par qui elles ont été créées, ni où elles ont été créées. Il n'y a pas d'auteur. Je ne parle pas de celle de Guillaume de Machaut, mais je parle des autres. Il n'y a pas d'auteur. C'est le peuple. C'est juste... et elles ont été portées par les gens qui les ont chantées, qui les ont apprises par cœur, et transformées, et chacun les a fait siennes, ce qui fait qu'il y a plein de versions. Et j'adore cette humilité, cette simplicité de la tradition orale, et cette poésie. Voilà, quand on parlait tout à l'heure d'identité, mais il y a ce fil comme ça qui est tendu justement à travers les siècles et qui est de l'ordre de la tradition orale, qui est quelque chose d'extrêmement simple. Et ces chansons ou ces contes, eh ben, ça tend un fil, et ça tend un fil de l'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver les mêmes motifs, on va retrouver le même genre de chansons partout dans le monde. C'est juste magnifique, mais c'est d'une humilité sans nom, quoi. Finalement, vous entendre parler de l'écriture, on a un peu l'impression d'entendre une histoire d'amour. C'est un peu l'impression qu'on a quand on vous entend en parler, de la façon dont vous la vivez. Ah bah ouais, pour moi c'est une superbe histoire d'amour. Ouais. Pour moi, ça m'empêche pas d'avoir des histoires d'amour par ailleurs. Mais c'est vrai que je pense que dans la vie de toute façon, ce qu'il faut c'est aimer ce qu'on fait, c'est aimer les autres, donc c'est ce que je vous souhaite le plus. Merci beaucoup, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Alors moi, dans votre roman, j'ai pas compris grand-chose. Non, désolé, mais j'ai pas suivi le fil de l'histoire. Mais je trouve que ce que vous faites, c'est magnifique de pouvoir écrire des livres comme ça, avec autant de sens. Incompréhensible. Non, pas incompréhensible. Parce que pour vous, ça a du sens, c'est pour les gens qui le comprennent. Moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans. C'est comme ça. Allez, une coupure. Louis, une question de culture générale, allez. Alors oui, mais question de culture générale et d'actualité. Je m'appelle Adolphe. Alors c'est un peu lourd comme prénom à porter. Donc quelle solution ai-je pour changer de prénom? Est-ce que vous savez? Je m'appelle Adolphe. Hugo, allez-y. Quelle solution? Faut passer devant un tribunal et ça marche comme pour les noms de famille ou quelque chose comme ça. Oui, alors c'est ça, il faut passer devant un juge et c'est payant, de 500 à 1000 euros. Mais un amendement a tout changé, plus besoin de passer devant le juge et plus besoin de payer. Il y a juste à passer à l'état civil et à entamer quelques démarches et vous pouvez changer de prénom. Juste pour Adolphe ou pour tous les prénoms? Pour tous les prénoms difficiles à porter. Pour tous les prénoms difficiles à porter. Merci Louis. Alors Inès, où sont les paillettes? Où sont les stars? Où est l'alcool? Et où n'est pas Canal+? Et oui, comme vous avez dû en entendre parler, la 69e édition du Festival de Cannes a ouvert ses portes depuis maintenant plus d'une semaine. De Georges Clooney à Julia Roberts, nombreux sont ceux qui ont foulé d'un pas assuré, et même pieds nus pour notre Pretty Woman, le tapis rouge de la Croisette. Au programme, films, glamour, émotion et aussi de jolies bourdes. Enfin bon, tout ce qui est de plus normal chez nos people. À commencer par la blague on ne peut plus rater de Laurent Lafitte, présentateur de cérémonie d'ouverture, au sujet d'accusations sexuelles portées sur le réalisateur américain Woody Allen. Le malaise dans la salle se fait autant ressentir que dans un film de Roman Polanski. Cinéma à présent. Quels films ont marqué ce festival? Le jury de la sélection officielle, notamment composé des réalisateurs George Miller, Arnaud Desplechin, l'actrice Kirsten Dunst ou encore la jolie Vanessa Paradis, est amené à choisir le film, parmi les 21 en compétition, qui obtiendra la Palme d'Or de cette 69e édition. Pour le moment, le dernier film de Ken Loach, Moi, Daniel Blake, a bouleversé la Croisette lors de sa projection vendredi dernier. Ce long métrage raconte la difficulté rencontrée par un menuisier anglais de 59 ans, pris dans les filets de l'administration britannique. Ce cri de colère contre la casse du système social a ému aux larmes de nombreux festivaliers, comme en témoignent les messages sur les réseaux sociaux. Bouleversant selon certains journalistes, renversant selon les internautes. Rien d'étonnant de la part d'un réalisateur comme Ken Loach, symbolisant par ce film sa 13e participation au Festival de Cannes. Non sans oublier le lauréat du Festival de Cannes de l'an passé, Xavier Dolan. En effet, le jeune réalisateur, âgé seulement de 27 ans, avait époustouflé le jury par son film Mommy, raflant ainsi la Palme d'Or. Cette année, le jeune homme présente son dernier long métrage, Juste la fin du monde, qui selon lui serait sans doute son meilleur film.
L'acteur principal, Gaspard Ulliel, donne la réplique à Marion Cotillard, Vincent Cassel, Léa Seydoux ou encore Nathalie Baye. Un casting très français dont Xavier Dolan est très fier. La people, les jolies robes et le tapis rouge se mêlent à la magie du 7e art pour le plus grand plaisir de nos yeux. Et n'oubliez pas, rendez-vous le 22 mai pour la cérémonie de clôture et la remise du Grand Prix du jury. On devrait quand même leur dire de venir sur le tapis rouge de Radio Broadjeunette. Vous êtes pas d'accord, Gérard ? Si, bien sûr. Je suis content que Xavier Dolan il ait fait un nouveau film parce que Mommy c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Si. Ouais. Merci Gérard. Allez Antoine, deuxième livre, deuxième auteur. Qu'avez-vous pensé d'Un été au Kansai de Romain Slocombe ? Alors, Un été au Kansai par Romain Slocombe, celui-là a gagné le prix Goncourt le prix de la Biennale des lycéens, et il nous raconte une histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors, on en a vu beaucoup des histoires de la Seconde Guerre mondiale, mais celle-ci est un petit peu différente puisque elle nous parle de l'histoire d'un jeune Allemand qui se trouve dans une ambassade à Tokyo, donc au Japon, et qui nous est racontée au travers de lettres que ce jeune Allemand envoie à sa sœur qui, elle, est en Allemagne. Donc ce roman épistolaire, qui est vraiment d'un réalisme frappant, à tel point qu'on finit par se demander si ce n'est pas réel, même si c'est un roman, et très réaliste de surcroît, nous finit par nous faire penser un peu à un journal intime, puisqu'on n'a pas les réponses de sa sœur, on a juste le côté, la vie de cet Allemand. Et tout au long de cette espèce de journal épistolaire, on finit par se demander, vraiment se poser cette question, c'est est-ce que cet Allemand est un nazi ou pas ? C'est vraiment une des questions qui revient le plus souvent. Et personnellement, je me demande encore un petit peu si il était nazi ou s'il a juste été entraîné par le contexte de l'époque et par l'embrigadement qu'il y a. Une autre chose qui m'a vraiment interpellé et que j'ai vraiment apprécié, c'est ce côté critique qui est apporté sur la politique de l'époque, notamment sur ce qu'on voit au niveau des Japonais qui sont énormément endoctrinés. Il y a eu des périodes de propagande extraordinairement fortes et puissantes à l'encontre de tous les Européens et même à l'encontre des Allemands qui étaient pourtant leurs alliés. Et on voit vraiment cette xénophobie qui ressort et aussi ce côté vraiment non-liberté de la presse justement, puisque certaines informations étaient cachées à l'empereur lui-même. Par exemple, certaines batailles comme la bataille de Midway où on sait tous que les Américains ont pris le dessus à cette bataille-là, les Japonais étaient persuadés de l'avoir gagnée. Donc c'est vraiment un livre vraiment très intéressant si vous voulez découvrir un nouveau point de vue, si vous voulez enrichir votre connaissance sur la Seconde Guerre mondiale, et n'hésitez pas à le lire. Je vous propose d'écouter cet auteur. Exactement. Qui commence ? Antoine, vas-y. Parce que c'est toi qui vas faire ta chronique normalement. Oui, on va juste recadrer les choses, juste pour vous expliquer plus ou moins ce qu'on fait. Parce que l'idée, en fait, c'est Alexandre qui a eu comme idée de faire participer le lycée et de créer un projet de radio. Donc en fait, l'idée, c'est de faire une émission qu'on fait tous les 3 semaines à peu près, tous les 3 semaines. Donc qui a déjà commencé, On en a déjà fait une. On en a fait une cet après-midi juste avant de venir. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est moi personnellement, je fais une petite chronique sur les auteurs, sur les écrivains, sur la littérature. Et donc, vu qu'on a participé à la Biennale, on aimerait bien interviewer le gagnant du prix Goncourt des lycéens. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment... Enfin, du prix... la Biennale des lycéens. C'est la même chose. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas 10 minutes à placer, parce qu'il y a d'autres sujets. Donc on va faire compact. C'est ça, c'est l'idée. Et on aurait du coup quelques questions à vous poser à propos de ça. Ok, donc je répondrai pas trop long. Voilà, c'est pour ça, parce qu'on sait que les auteurs aiment beaucoup déballer. Non mais ça va, t'es bien pro, tu as prévenu l'interviewé déjà de pas trop. Ok, c'est bien. Donc, ça va probablement reprendre un peu les questions qu'on vous a posées plus tôt. Mais c'est vrai qu'une des questions qu'on s'était posées, c'est comment est-ce que vous avez réussi à donner autant de réalisme à votre livre, avec au travers de vos recherches, au travers de votre culture personnelle, comment vous avez réussi à nous donner l'impression vraiment que cette histoire a vraiment existé, que ces lettres sont réelles. Moi, en tant que lecteur, j'aime bien croire à l'histoire que je lis. Donc, comme je me raconte un peu à moi-même, finalement, le roman que je suis en train d'écrire, j'essaie que ce soit le plus crédible, le plus vraisemblable possible. Et aussi, dans les cas où ce sont des événements graves de l'histoire, comme Hiroshima ou les bombardements sur Berlin ou sur Tokyo, de travailler sur des textes réels. Et forcément, quand on travaille sur les textes réels, on a des récits de gens qui y étaient, et les auteurs sont, je pense, doués d'une certaine empathie, c'est-à-dire qu'on se met assez facilement à la place finalement de quelqu'un d'autre, quel que soit, même si c'est quelqu'un qui ne pense pas forcément comme vous. Et donc du coup, comme une éponge, un peu, on absorbe finalement tous ces récits qu'on lit. On a
l'impression de s'y trouver. Et si on a bien travaillé un petit peu en amont sur les lieux, le contexte, la chronologie des événements, là on se lance avec ces personnages et là on improvise en tant qu'écrivain, mais du coup on est vraiment on a soi-même l'impression d'y être, de voir ces choses-là, et donc on transmet, j'espère, un peu de cette conviction au lecteur. Merci beaucoup. Tu as une question, Alexandre, peut-être? Bah oui, ça concerne justement cette recherche documentaire. Vous nous en avez parlé tout à l'heure, mais elle a dû être impressionnante, cette recherche documentaire. Combien de temps ça vous a pris pour effectuer votre... Enfin, parce que le nombre d'informations qu'on obtient grâce à votre livre, c'est quand même... Impressionnant, ça. Oui. Alors c'est vrai que j'accumule beaucoup de livres d'abord. D'abord les principaux, je lis d'abord les choses qui sont vraiment des choses fondamentales sur le sujet, qui du coup avec leur bibliographie par exemple à la fin me donnent des pistes. Je me dis ah bah tiens, sur ce détail-là il faut absolument que j'ai ce livre-là, donc je commande d'autres livres. Mais je ne vais pas lire toute ma documentation avant de commencer à écrire. Au contraire, dès que j'en sais suffisamment, là je me lance et je continue en fait à commander des livres ou à les acheter ou à les trouver ou à aller en des recherches quelquefois dans les archives. Mais au moment où j'écris tel passage, c'est-à-dire que si je suis sur quelque chose de très très dramatique, j'ai besoin de l'émotion et donc de lire les récits en fait quelques jours à peine avant le moment où je suis en train de raconter cet événement en particulier. Donc en fait il y a un début d'accumulation de choses, mais qui va continuer jusqu'à la fin du livre, et ce qui me fait que souvent j'ai des bibliographies à la fin de mes bouquins assez impressionnantes que je mets là un peu aussi pour parer aux critiques, c'est-à-dire que les gens à la fin disent, voyant oh, il a lu tout ça, donc il sait probablement il sait de quoi il parle. Sinon, vous avez donné plus ou moins un ébauche de réponse plus tôt dans les questions, mais selon vous, votre personnage est-il nazi ou pas? Non, je ne pense pas qu'il soit nazi, mais quand on est dans un contexte général où des idées nauséabondes, comme par exemple la France des années 30 où l'antisémitisme était là d'une manière absolument épouvantable et hallucinante quand on regarde ça de nos jours, eh bien là les Allemands ordinaires, ils ont baigné. Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, là on est quand même 12 ans plus tard, ça veut dire que ces gens-là, quand ils sont adultes, ils ont été enfants, ils ont été embrigadés déjà dans la Hitlerjugend, dans les idées que les juifs par exemple étaient des parasites ou des microbes dangereux dont il fallait se débarrasser, etc. Donc baignant dans tout cela, il faut quand même pas mal d'indépendance d'esprit pour lutter contre ces idées-là, et les gens ne sont pas tous indépendants d'esprit, donc forcément beaucoup de gens avalaient ce genre d'histoire quand ils n'étaient pas même eux-mêmes des vrais nazis. Et je voulais parler justement des gens ordinaires, parce que le danger vient justement du fait qu'il y a beaucoup de gens ordinaires qui forcément sont perméables à ce genre d'idées et qui donc vont former le public et les troupes pour des entreprises totalement mortifères comme celle de Hitler par exemple. Et c'est d'un Allemand ordinaire que je voulais parler. Donc quelquefois il dit des choses qui nous paraissent abominables. Quelquefois, il y a des choses qui sont un peu d'idéologie nazie, mais qui ne sont pas non plus abominables, parce que bon, Hitler était végétarien, il était contre la torture contre les animaux, les mauvais traitements aux animaux. Donc mon personnage également est contre ce genre de choses, et on ne peut pas le lui reprocher. Mais ce que je voulais montrer, c'était quelqu'un qui allait, comme un citoyen allemand de l'époque, répercuter des tas d'idées qui étaient les idées en vogue autour de lui, et qui ne s'insurge pas contre. Par contre, je voulais quand même qu'il soit un peu différent des autres, parce que c'est quand même quelqu'un que je trouvais intéressant. Je voulais qu'il soit un rêveur, un artiste, un peu par rapport à ses collègues bureaucrates de l'ambassade. Il est tenu à l'écart un peu, parce que lui, il collectionne le jazz, il s'intéresse aussi au pays dans lequel il vit, c'est-à-dire qu'il veut en savoir plus sur les Japonais, sur leur philosophie, il compare les philosophies des uns et des autres, etc. Donc pour moi, c'est quelqu'un d'intéressant, mais qui a le malheur de vivre dans une époque terrible, et aussi de ne pas vraiment être armé pour lutter. Merci beaucoup. Juste une question. Enfin, une dernière pour conclure. Ça vous fait quoi de gagner la Biennale des lycéens ? Alors, ça m'est déjà arrivé de gagner des prix, mais quand ce sont des prix donnés par des jeunes, ça me touche davantage,
parce que, d'abord parce que ce sont des prix purs, qui ne vous votez pas pour des raisons autres que le simple amour ou intérêt ou volonté de défendre le livre qui vous a plu le plus. Et puis aussi parce que ça veut dire que j'ai pu toucher des gens qui ne sont pas de enfin moi j'ai eu votre âge, etc. Donc je peux me mettre à votre place, mais bon, il se trouve que je suis quand même plus vieux. Et donc le fait que mes livres puissent toucher des gens qui sont au lycée, pour moi c'est hyper important. Et donc du coup j'en profite pour vous remercier encore d'avoir choisi mon livre. Hein. Merci à vous. Et moi j'ai une question à vous poser à vous. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez justement choisi ce livre particulièrement? Alors moi je n'ai pas fini ce livre donc je ne peux pas répondre. Et pourquoi tu ne l'as pas fini? D'une part j'ai pas eu le temps et c'est juste le début en fait, la forme épistolaire. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Je pense que si je m'y mets, j'y arriverai très bien parce que tout le monde s'y est mis et tout le monde a dit que c'était bien. Après, bah voilà, j'ai pas eu le temps. Alexandre ? Bah moi au contraire j'ai accroché tout de suite dedans. Et ce qui m'a intéressé c'est vraiment le côté historique du livre. Tout ce qu'on apprend et puis finalement au Japon on arrive à ressentir ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe... Donc vraiment c'est vraiment le côté historique. Et puis je trouve au contraire que le fait que ce soit un roman épistolaire, qu'on ait des lettres, il y a un rythme. On s'ennuie jamais puisqu'on change de lettres à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai aimé ce livre. Moi, je l'ai plus ou moins dit plus tôt quand je vous ai remis le prix. C'est vrai que c'est un livre qui est vraiment passionnant, on apprend énormément de choses, comme le disait Alexandre. Et il y a autre chose qui m'a vraiment fasciné, c'est le côté politique, la politique japonaise un petit peu, ce côté propagande énormément. Par exemple, la bataille de Midway, comme vous le montriez, où les Américains ont gagné, c'est indéniable, et les Japonais étaient persuadés que non. Et ça, c'est vraiment incroyable, même que le fait que l'empereur soit pas au courant, tous ces petits détails, cette propagande et cette façon de nous faire rentrer dans le livre et ce réalisme, c'était vraiment ce qui m'a vraiment plu dans ce livre. Merci. Allez, la question de Louis maintenant. Oui, alors certains d'entre nous sont sur le point de passer leur baccalauréat, mais qui a institué le baccalauréat? Qui a institué le baccalauréat? Est-ce que vous le savez? Bon allez, un exemple, par exemple, Inès, qui à votre avis? À quel siècle, par exemple? Je sais pas du tout. 18e, 19e. 18e. Louis, c'est quel siècle? Oui, c'est au tout début du 19e par Napoléon. Pauline, vous avez vu un film peu connu mais très intéressant. Oui, j'ai eu l'occasion de regarder le film Les Chevaux de Dieu réalisé par Nabil Ayouch. Je suis tombée dessus complètement par hasard et il m'a captivée. Je vais vous raconter brièvement le synopsis. Yashin, 10 ans, et son grand frère Hamid construisent tant bien que mal leur vie à Sidi Moumen, un bidonville sordide de Casablanca. Leur mère, Yema, porte la famille à bout de bras entre un mari dépressif et grabataire, un fils autiste et un autre parti à l'armée. Pour subsister au milieu de ce climat de violence, de misère et de drogue, les deux frères enchaînent les petits boulots ingrats et se livrent à des trafics. Mais un jour, Hamid, caïd du quartier et protecteur de Yashin, est emprisonné. 2 années plus tard, il revient chez lui, acquis à la cause de l'islam radical. Il parvient à entraîner ses frères derrière lui et sous la coupe du chef spirituel, ils entament ensemble une longue préparation en vue de devenir des chevaux de Dieu, kamikazes au service du djihad. Voilà ce court résumé du film Les Chevaux de Dieu. Il est très intéressant car on peut ainsi voir comment se déroule tout le processus de radicalisation, d'où il débute et la façon dont ces jeunes sont embrigadés. On peut comprendre ce phénomène plus facilement car il est raconté d'un point de vue interne du personnage principal. Ce sujet de film est en raccord avec ce que l'on a vécu et ce que l'on vit tous en ce moment, je le recommande vivement. Voilà. Merci Pauline. Allez, dans cette émission, on a encore un jeu, on n'a que des jeux aujourd'hui. Nora, vous allez nous donner une citation et nous allons devoir trouver l'auteur. Première citation, Nora. Alors, la première citation, j'espère que vous êtes prêts. Alors, le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Alors... Pauline, tu triches, tu regardes sur la feuille de Nora. Ne trichez pas, soyez quand même... On ne triche pas, on est honnête ici. Très bien. Alors, qui? Je suis sûre, vous l'avez déjà entendu. Mais oui. Vas-y, Pauline. Oscar Wilde. Tricheuse. Tricheuse. Donc alors Pauline, ça sera une colle, hein, parce que tricherie, attention, et un 0 en plus. Nora, deuxième citation. Alors, la deuxième citation, c'est « Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. » Oui. Oui, Hugo dit que c'était une belle citation, oui. Et Inès, la réponse? Jean-Paul Sartre.
Elle a triché aussi. Hein. Mais quelle émission de tricheur, c'est pas possible. Alors Nora, on reste avec vous. Ah oui. Vous allez nous parler d'un artiste, Avishai Cohen. Alors oui, je vais vous parler d'Avishai Cohen. Donc en fait, je pense que sincèrement, il n'est pas très connu de nous tous. Mais en tout cas, je pense que je vais vraiment vous faire permettre de découvrir quelqu'un qui a l'aptitude de jouer avec beaucoup d'instruments. Donc, pour vous dire, il est contrebassiste, bassiste, chanteur et compositeur. Il a même joué du piano. Et en fait, il est d'origine israélienne. Il a grandi dans une famille multiculturelle, donc c'est-à-dire d'origine espagnole, grecque et polonaise. Donc, c'est un peu l'homme à tout faire, puisqu'effectivement, il joue depuis son plus jeune âge à de nombreux instruments de musique, comme le piano, puisqu'il a joué jusqu'à ses 14 ans. Puis enfin, il enchaîne sur la contrebasse et la basse. On peut donc confirmer son image d'homme à tout faire à vue de ses nombreuses aptitudes. Il est actuellement un très très grand contrebassiste au vu de ses improvisations en concert qui témoignent d'une maîtrise méthodique, rythmique et technique tout à fait remarquable. Ses musiques sont d'influences multiples. On y retrouve du jazz, latino, moyen-oriental et j'en passe. Après la création de son trio Avishai Cohen Trio, il poursuit son exploration dans le domaine du jazz et de la musique du monde. Il explore des territoires variés jusqu'à des styles plus funk et pop en s'exprimant au piano et au chant. Il faut savoir qu'il a 13 albums à ce jour. Toutes les musiques sont fondamentalement du jazz, où l'on retrouve une harmonie délicate, très mélodique. C'est personnellement pour les musiques instrumentales qui procurent un bonheur à l'écoute. Néanmoins, pour son dernier album Alma, sorti en 2013, nous sommes plus sur quelque chose de classique et des rimes plus lents et plus mélancoliques. Si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est pour mettre en avant son talent de musicien et de compositeur. Je ne suis pas une fanatique incontestée de celui-ci, loin de là, mais je trouve que ses musiques sont absolument douces à écouter. Nous pouvons, grâce à celles-ci, nous transporter, laisser aller notre imagination. D'autant plus qu'il se laisse influencer par différents styles, comme la musique juive séfarade d'Afrique du Nord, ou encore l'askénaze d'Europe centrale. Il nous permet donc de nous laisser bercer par différents registres musicaux de différents pays. Je me doute que des musiques instrumentales de la sorte ne puissent plaire à tous, mais si à tout moment vous ressentez l'envie de vous détendre ou encore l'envie de découvrir d'autres registres que celui que l'on peut entendre via les stations radio, je vous recommande Avishai Cohen. D'autant plus que sa musique est facile d'accès et en plus c'est la raison de son succès. Merci Nora. Allez, maintenant on se dirige vers Hugo qui a des informations sérieuses ou presque. C'est les infos d'Hugo. On commence tout de suite outre-Atlantique avec une bataille 2.0 qui est menée contre Donald Trump. Des Canadiens ont créé un site de rencontre pour fuir Donald Trump. Le principe ? Trouver l'amour et échapper à un éventuel mandat de Trump. La fiche d'inscription est plutôt classique, vous mettez si vous êtes un homme ou une femme, et si vous recherchez un homme ou une femme. La différence se fait quand on vous demande lorsque vous êtes américain, donc dans ce cas si vous voulez fuir le pays, ou canadien, dans ce cas recevoir une personne. Si vous êtes américain, vous avez un petit message de soutien, soyez bénis. Et pour finaliser l'inscription, vous cliquez sur la fenêtre, sauvez-moi de cette folie. Aux États-Unis, on a créé une application pour iPhone ou iPad qui s'appelle Trump, littéralement déjoue Trump. En fait, c'est un moteur de recherche qui supprime toutes les recherches concernant Donald Trump. Les créateurs sont partis du principe que parler de lui, c'est le récompenser. Alors autant faire comme s'il n'existait pas. Donc là, moi, je me pose la question, à quand ces applications contre un certain parti extrémiste français ? Info sport maintenant, c'est le début de l'Euro 2016 cet été en France du 10 juin au 10 juillet. On va évidemment être tous derrière nos bleus qui seront peut-être sur le toit de l'Europe chez eux. Bon, alors la chanson de Johnny Hallyday est un mauvais souvenir pour les Bleus, car c'était leur hymne pour la Coupe du Monde 2002, où la France a été éliminée au premier tour sans marquer un seul but. Normalement, on ne devrait pas faire pire qu'aux Jeux Olympiques de 1908 à Londres, où le Danemark a battu sèchement la France 17 buts à 1. Bon, 1908 n'était pas la meilleure année pour l'équipe de France, vous pouvez témoigner, Gérard, vous vous en souvenez, non ? C'était très dur. Donc le 23 mars 1908, la France perd 12-0 contre l'Angleterre à Londres. Le 7 juin, la fédération française quitte la FIFA parce qu'elle refusait de siéger avec les Anglais qui autorisaient le foot professionnel. En fait, les Français ne comprenaient pas qu'on pouvait payer des joueurs à courir après un ballon. Voilà, je pose ça là, faites-en ce que vous voulez. Le 19 octobre aux Jeux Olympiques, le Danemark bat la France, l'équipe de France B 9 buts à 0. Et 3 jours après, le Danemark bat l'équipe de France A 17 buts à 1.
Les Français ont été plutôt vexés et ont refusé de disputer le match pour la 3e place. Ça a donc été la dernière fois que l'USFSA, donc l'Union des Sociétés Françaises de Sport Athlétique, s'est occupée de sélectionner les joueurs. Et en décembre, après le retrait justement de l'USFSA, la France est revenue dans la FIFA et désormais c'était la Fédération française qui sélectionnait les joueurs. En 1908, on a également vu un match digne d'une finale de Ligue des Champions, je pense. C'était le 3 mai, la finale du Trophée de France, où le patronage Ollier jouait contre la Société municipale de Puteaux à Livry-Gargan, remporté d'ailleurs 3-0 pour le patronage Ollier. J'ai vérifié, les deux clubs n'existent plus maintenant, alors je pense que remporter le Trophée de France n'était pas aussi prestigieux que la Ligue des Champions. On passe à l'actu ciné maintenant. Johnny Depp sera dans le prochain film de Brett Ratner, The Libertine. L'acteur incarnera un diplomate français qui se retrouve emprisonné, accusé d'agression sexuelle. Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé est purement fortuite. En fait, non, le film est librement inspiré de l'affaire du Sofitel de 2011. Selon le site américain The Wraps, le film traitera de façon humoristique l'affaire. Contrairement à l'adaptation Welcome to New York, plus dramatique, sortie en 2014 avec Gérard Depardieu dans le rôle principal. En fait, pour résumer, le film ce sera Johnny Depp en Dominique Strauss-Kahn et une agression sexuelle transformée en comédie. Les Américains m'impressionnent de jour en jour. Merci Hugo. C'est bon. C'est une première dans cette émission. Nora Polio et Antoine Le Texier vont chanter en live. Jimmy de Moriarty en live sur Radio Broadionet, c'est maintenant. Jimmy, won't you please come home with the grays in the green and the buffalo's rum? Come see Jimmy, you Holcomb Jim, you hunting Jimmy and you cousin Jim. Come on Jimmy, cause you need a buy and the grandpa Jimmy is still gonna die. Oh, 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 oh. Now the Buffalo Jim and Buffalo Jim, the Jim Buffalo, now did you know? Jimmy, Jimmy, Jimmy is your last cigarette, and the Buffalo piece, and ilk in the wet. Jimbo, Jimmy, you better on your nose, they're only to run with the Buffalo. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, be what you are. Got out the wash, but you can't clean your name. You're not called Jimmy, you'll be Jimmy just the same. The geese are in the bag, in the chase by the door, and one of Jimmy's friends are they taking the floor. Jimmy, won't you please come home with the gray and the green and the buffalo's rum? Dear old Jimmy, you forgotten you're young, but you can't ignore the buffalo song. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. If you remember your no, we follow land will be a part. If you remember
you're known. Your fallow land will be your boat if you remember you're known. Your fallow land will be your boat. Bravo Antoine et Nora, bravo, bravo. C'était vraiment génial, hein. Antoine et Nora, bravo. Hein. Mais maintenant, de la culture G, en veux-tu? En voilà. Et oui, en veux-tu, en voilà. C'est la question de culture G avec Louis. Oui, alors, quelle est la capitale du Laos? Du Laos. Laos City. Laos City, Louis, est-ce que c'est Laos City? Non, c'est pas Laos. Ça aurait pu. Louis, il y a beaucoup de capitales. Alors, est-ce que il y a personne vraiment qui est doué en géographie? Non, alors là, pas du tout. Bon, bah alors Louis, donnez. Peut-être que Gérard. Vientiane. Ça, c'est une bonne excuse. Vientiane. Oui, c'est ça. C'est ça. T'es un Rien, tricheur. c'est Vientiane. Pas du tout. Tu triches, Adrien, dis-nous. C'est Urban. Deuxième fois, Alexandre. Deuxième fois. Entre Gérard. Bon, alors, la moustache, ça, Inès. C'est la moustache. Résumons, tu n'es pas Gérard, tu n'es pas Adrien, tu es Gurvan, hein, c'est ça. J'arrive pas à te recadrer, c'est pas grave. Bon allez, on passe à notre jeu préféré avec nos deux filles préférées, c'est le jeu. C'est gagné! Yeah! Yes, we did it! C'est gagné! Alors le jeu, vous allez nous donner un sondage et on va devoir deviner à quel sondage ça correspond, c'est ça? À quelque chose près, oui. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de musique. Donc, on va parler du temps d'écoute des jeunes. Combien de temps un jeune écoute de la musique par jour. Donc, on va faire un tour de table et vous allez me dire à peu près combien de temps vous pensez qu'un jeune écoute de la musique par jour. Combien de temps, Gurvan, vous écoutez? Minutes, d'heures, Je dirais ouais, aux environs d'une heure à peu près, non? Non, mais c'est... Nora, combien de temps? Je passe de temps à écouter de la musique. Oui, ouais, à peu près. Par jour? Par jour. En comptant le bus et puis arriver chez moi, ouais, 2 heures environ. Vraiment, j'écoute de musique. Et toi, Inès? Une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Dans le bus, ça fait 1 heure, plus 3 heures quand je travaille. Je dirais bien 4 heures. 4 heures? Et donc, vos résultats? Donc, la plupart des personnes, donc, le pourcentage le plus élevé était à 33%, entre 3 heures à 4 heures. Et celui qui suit après à 25% était 2 heures à 3 heures, ce dont musicothérapie. Et une deuxième question, Inès? Donc alors, d'après vous, quels sont les 3 styles de musique les plus écoutés par les adolescents? La pop. La pop, Inès? Le rap. Le rap, Louis? La variété française. La variété. Mais arrêtez de vous moquer. Les chanteurs français, je sais pas, Louane, des trucs comme ça. Les Black jeunes... M, c'est de la variété française. Les jeunes les C'est plus de la petits. pop, C'est la variété française, hein. Moi j'aurais dit rock. On aurait pu s'en passer. Donc alors Inès? Donc alors, le résultat, donc tout d'abord le pop, puis le rap et enfin le rock. Putain, on avait direct. Bon, merci pour ces sondages. Et il y a une troisième question. Oui, une troisième question. On me dit qu'il y a une troisième question. Voilà. D'après vous, sur quel support les jeunes écoutent de la musique le plus fréquemment? Hugo? Spotify. Téléphone. Sur téléphone. En même temps, t'as triché, t'as la fait juste devant. Merci Hugo. Donc Hugo a triché, mais vraiment, ils trichent tous aujourd'hui. C'est vraiment, c'est pas possible. Donc c'est le téléphone. C'est exact, c'est le téléphone. C'est le Après les MP3, la radio, les CD et les ordinateurs. Super, merci beaucoup. Et oui, ça existe toujours les CD. Oui, ça existe. Les cassettes aussi. Et voilà, vous avez écouté. J'en ai encore à la maison. Ah, heureusement qu'on n'a pas pris Gérard, hein, l'expert. Et voilà, vous avez écouté la dernière de Vue 2 Chez nous Vue 2 Chez nous Merci de nous avoir suivis, nous avons été heureux de faire ces 3 émissions avec vous. On remercie tous les profs, Monsieur Fonte, la direction du lycée, Madame Boile pour leur soutien. On vous retrouve l'année prochaine. En attendant, on vous souhaite de bonnes vacances sur la plage en nous écoutant le jeudi et le samedi à 15h ou en podcast sur radiobrest.bzh. Allez
C'était Vu de chez nous, présenté par Alexandre Urvois et réalisé par Cécile Goual. Merci pour le soutien de Radio Broadjenel et du lycée Jeanne d'Arc.